Bienvenue à nouveau dans les feux de la diplomatie, où la salle des scénaristes a effectivement perdu le fil du feuilleton idiot connu sous le nom de géopolitique sur Terre. Cependant, on parle peu du problème majeur que l'Iran est sur le point de rencontrer. Même si cela se rattache à une stratégie que l'Ukraine utilise contre la Russie depuis maintenant presque un an. Même si cela aide à expliquer pourquoi les États-Unis n'ont pas repris les opérations militaires contre l'Iran, et même si cela aura des effets durables sur les marchés mondiaux du pétrole. Oui, les États-Unis et l'Iran étaient censés négocier à nouveau au Pakistan. Mais personne n'a jamais pris l'avion pour vraiment tenir ces discussions. Et ensuite, Trump a annoncé qu'il n'y aurait pas de négociations, et que la combinaison cessez-le-feu-blocus continuerait pour le moment. Malheureusement, une grande partie du récit sur ce qui s'est passé la semaine dernière passe à côté du problème qui fait que le conflit continue. L'attention semble confondre le symptôme de la maladie avec la maladie elle-même. La guerre continue non pas à cause des diverses menaces que les partis lancent sur les réseaux sociaux et par des canaux plus traditionnels. La guerre continue non parce que les partis doutent du processus de négociation. La guerre continue non pas parce que les partis refusent de se rencontrer au Pakistan pour négocier un accord. En fait, cela arrive car aucune résolution n'est acceptable pour les deux parties, selon leurs convictions sur la situation. Et une fois que nous arrêterons de perdre du temps à suivre les menaces verbales lancées d'heure en heure et que nous commencerons à accepter que ne pas négocier est, en soi, une forme de négociation. Nous pourrions alors comprendre ce qui se passe, du moins dans un coin du monde chaotique où nous vivons. Donc, pour vous donner un aperçu de ce que nous allons faire aujourd'hui, nous commencerons par faire le point sur ce que nous savons de ce qui s'est passé au cours de la semaine écoulée environ. Ensuite, nous passerons à un aspect plus spéculatif des choses et essaierons de comprendre ce qui se passe avec les frictions dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Enfin, nous aborderons une question importante à laquelle l'Iran devra bientôt faire face, ainsi que ses implications plus larges pour la guerre. Mais prenons un peu de recul un instant et discutons des faits observables de ce qui se passe. La guerre n'est pas terminée, et je ne veux pas dire cela d'une manière technique, où un cessez-le-feu ne serait pas une fin formelle d'un conflit. Je ne veux pas dire cela d'un point de vue juridique, où un blocus est un acte de guerre. Je veux dire que la guerre est, de façon générale, un processus coûteux par lequel deux acteurs règlent un différend politique. Comparé à il y a 2 semaines, nous avons remplacé la guerre traditionnelle, faite de mort et destruction, par une simple coercition économique. Mais au final, cela reste un processus coûteux qui aboutira à une sorte d'issue politique. Ou, pour paraphraser Clausewitz, les sanctions économiques sont la guerre par d'autres moyens. Concrètement, ce processus consiste pour l'instant en un gel, plus ou moins, du trafic passant par le détroit d'Ormuz. Du côté américain, il s'agit d'un blocus du trafic entrant et sortant des ports iraniens. Et techniquement, le blocus est plus proche d'Oman, un point important à noter la prochaine fois que vous verrez de la désinformation iranienne sur le nombre de navires ayant transité par le détroit. Techniquement, beaucoup l'ont fait. Être techniquement correct est la meilleure façon d'avoir raison, mais cela n'a aucune signification économique s'ils ne peuvent quitter la région du Golfe. Du côté iranien, il s'agit d'une menace de tirer sur les navires qui transitent par le détroit sans payer une sorte de taxe de protection, même si les règles ne sont pas particulièrement claires. De plus, l'Iran a activement tiré sur des navires et les a détenus. Il suffit de dire que, quoi qu'il se passe là-bas, la situation est chaotique. Donc lorsque Donald Trump a annoncé que le cessez-le-feu se poursuivrait malgré l'annulation des pourparlers à Islamabad et que certains ont poussé un soupir de soulagement, je crois que l'expression populaire était que c'était Taco Tuesday. Ma réaction a été un peu plus tiède. Cessez-le-feu, peut-être surtout du point de vue des civils dans l'ensemble de la région du Golfe. Un cessez-le-feu pour l'économie mondiale ? Pas vraiment. La dernière fois qu'on a évoqué l'actualité iranienne, Trump venait d'annoncer le blocus. J'ai mentionné qu'il était possible que les marchés réagissent positivement à la déclaration, en calculant que la pression coercitive supplémentaire mettrait l'Iran dans une impasse, ce qui entraînerait ainsi une fin plus rapide des hostilités. Eh bien, le marché a effectivement réagi de cette manière. L'Iran, cependant, n'a pas réagi ainsi. Le marché a donc corrigé son évaluation en conséquence, faisant remonter les prix du pétrole. Cela résume notre situation actuelle. Nous pouvons maintenant voir pourquoi tout cela se produit.
Et la réponse courte, c'est que, d'après ce que je peux voir, les parties n'ont pas de vision commune de ce qui se passerait si elles continuaient à jouer à ce jeu. Il semblait que ce n'était pas le cas il y a seulement quelques jours. Après le premier accroc du cessez-le-feu, avec Israël poursuivant ses opérations au Liban, il semblait que le deuxième front de Netanyahou était le principal obstacle. Si cela prenait fin, alors le détroit rouvrirait et tout reviendrait à la normale, ou presque. Bien sûr, il faudrait encore beaucoup de temps pour régler les détails exacts. C'est particulièrement vrai pour les sujets techniques, comme le programme nucléaire de l'Iran, la façon de compenser les pertes que l'Iran subirait sur le plan purement civil, quel tiers pourrait faciliter la poursuite des opérations de ces centrales électriques, et ainsi de suite. Mais avec les deux parties d'accord sur les grandes lignes, l'économie mondiale pourrait revenir à la normale, pendant que les diplomates faisaient leur travail diplomatique à Islamabad et ailleurs. Les choses ont semblé s'effondrer dimanche quand Donald Trump a annoncé que l'Iran rouvrirait le détroit et que les États-Unis maintiendraient le blocus des navires vers les ports iraniens jusqu'à l'élaboration d'un accord plus détaillé mardi. Il n'est pas clair si l'Iran a jamais accepté cela, tout comme il n'est pas clair qui exactement prendrait cette décision à Téhéran pour commencer. Quoi qu'il en soit, l'Iran a rapidement rejeté cet accord et a continué d'imposer ce que vous voulez appeler sa fermeture du détroit. Nous sommes donc arrivés à une impasse, où il semble que les deux parties pensent pouvoir tenir plus longtemps que l'autre, et donc une négociation significative sur des questions plus techniques comme la prolifération nucléaire est inutile. L'absence de négociation au Pakistan est donc une forme de négociation par d'autres moyens. Retarder un accord et supporter les coûts en cours de route est un signal crédible de la détermination de cette partie, et peut éventuellement ouvrir la voie à un accord plus tard. L'évolution la plus intéressante que nous ayons observée ici jusqu'à présent est le total mépris de Trump pour l'opinion publique américaine sur la question. La guerre était impopulaire dès le début, mais les actions de la Maison-Blanche pendant le premier mois ont fléchi dans le sens de l'électorat, essayant de minimiser les perturbations sur les marchés de l'énergie. Ce fut une tâche difficile, car l'action principale a conduit à la fermeture du détroit d'Ormuz. La crise du pouvoir d'achat influençait les décisions de l'administration. Passons maintenant au début du contre-blocus américain, où la Maison-Blanche a montré bien moins de considération pour ses préoccupations. La question de savoir pourquoi il y a ce manque de considération est intéressante. Peut-être est-ce parce qu'en fin de mandat, il ne s'en soucie plus vraiment. Peut-être pense-t-il que cela finira par marcher et que les fidèles de MAGA reviendront vers lui. Peut-être qu'il en profite du fait que l'attention du Congrès et des médias soit détournée d'un autre ensemble de dossiers. Ou peut-être qu'il ne fait qu'afficher une force qu'il n'a pas. Dans tous les cas, la nouvelle attitude de Trump a donné aux États-Unis un nouveau levier économique sur l'Iran. Cependant, la partie, ou peut-être qu'il ne fait que projeter, soulève aussi des questions à Téhéran sur la viabilité de ce plan, se demandant s'il s'agit moins d'une situation TACO et plus d'une situation TECO. Trump finit par se dégonfler. La seule façon de découvrir la vérité est de forcer Trump à assumer les coûts liés à la poursuite du conflit économique. Le problème pour l'Iran, c'est que tenter de découvrir la vérité est également coûteux pour le pays pendant cette période. Et cela nous amène à notre dernier point pour aujourd'hui, concernant précisément les types de coûts que l'Iran devra supporter pour obtenir cette information manquante. Pour obtenir une réponse, nous devons retourner sur l'île de Karg, le centre de l'industrie d'exportation de pétrole de l'Iran, où certaines zones de soutien civil de l'île laissent peu place à l'infrastructure pétrolière, bien plus cruciale. Et cette fois, nous ne parlons même pas des options militaires dont disposent les États-Unis là-bas. Dans des circonstances normales, l'Iran pompe le pétrole jusqu'à l'île de Karg, où les eaux sont suffisamment profondes pour que d'immenses pétroliers puissent se remplir et partir. Comme toute autre opération économiquement efficace, l'Iran ne dispose pas d'une grande capacité de stockage supplémentaire pour le pétrole brut. Ce qui reste dans un réservoir stationnaire, c'est comme de l'argent dormant sous un matelas. Et quand on parle de milliards de dollars, on veut vraiment que son argent soit investi, ou au moins qu'il rapporte des intérêts. L'Iran possède une capacité de stockage pour se protéger des incidents imprévus, comme des problèmes sur un ou deux pétroliers. L'Iran ne peut pas gérer un problème systémique affectant tous les pétroliers simultanément. Par exemple, un blocus du détroit. Comme tout le reste dans la guerre, il n'est pas clair combien de temps il reste exactement à l'Iran avant qu'il n'épuise sa capacité de stockage.
La Maison-Blanche traite le problème comme une affaire de quelques jours. Les analystes externes parlent d'une fenêtre d'environ 2 semaines. Voici l'ironie. Trump ne fixe pas de délai de 2 semaines pour quelque chose qui en a réellement un. Le problème ne se limite pas à la fenêtre temporelle, ni au fait que l'Iran regorge de pétrole. Il faudra fermer des puits pour stopper le flux. Vous ne pouvez pas simplement les allumer ou les éteindre avec un interrupteur. Un puits fermé prend du temps à redémarrer, ce qui signifie que le fait de ne pas parvenir à un accord pendant cette période de 2 semaines aura des conséquences à long terme, tant pour les finances de l'Iran que pour le marché énergétique au sens large. Vous vous souvenez peut-être que cela ressemblait au plan de l'Ukraine visant à bloquer le pétrole russe il y a environ 8 mois. Fermer les raffineries russes et exploiter la pénurie naturelle de pétroliers de la flotte fantôme pour laisser les puits russes sans débouchés. Nous constatons désormais une stratégie axée uniquement sur le volet export du secteur. Cela explique en partie pourquoi les États-Unis ne sont pas retournés à une confrontation militaire directe après la fin du cessez-le-feu initial de 2 semaines. Les derniers rapports confirment l'épuisement des stocks américains. La moitié des Patriots et des Trad ne sont plus disponibles, ainsi que 30% des Tomahawk. Par conséquent, pourquoi envoyer un autre Tomahawk sur une cible près de Téhéran alors que vous pouvez les épuiser à la place ? C'est en tout cas l'option que la Maison-Blanche veut actuellement tester. La prochaine occasion d'obtenir des informations majeures sera peu après ces 2 semaines, quand l'Iran devra gérer une nouvelle source de coûts importants. Je sais que les lignes d'un tableur sont peut-être moins passionnantes que celles d'une carte, mais c'est là que la guerre se dirige. Et ce n'est peut-être pas la fin non plus. Si l'Iran ne peut pas se maintenir plus longtemps, alors l'administration Trump sera à une nouvelle croisée des chemins pour décider si elle doit reprendre des actions militaires directes. Et préparez-vous à la nouvelle agitation qui surviendra lorsqu'il publiera sur Truth Social en demandant où est le soutien européen. Quelles sont nos conclusions aujourd'hui ? Cette guerre continue toujours, même si les partis ne la mènent plus avec des bombes. Une nette divergence d'opinion sur qui tiendra le plus longtemps explique en partie la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Nous devons maintenant observer comment l'Iran va gérer le débordement de ses réservoirs de pétrole. Ma liste de lectures sur les grandes questions commence à déborder. 58 minutes chacune, exclusivement consacrées à un sujet proposé par un spectateur. Allez jeter un œil. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.